Library. Chapitre 1. Ce mardi-là, l'argent est arrivé avant moi. Je n'avais pas encore fini mon café que mon téléphone a vibré, simplement, sans drame. Un virement. Pas énorme, mais il avait ce goût particulier. Il n'était relié à aucune heure, à aucune présence, à aucun effort du jour. Et c'est précisément ça qui m'a mis mal à l'aise. Pendant longtemps, je croyais vouloir la liberté. En réalité, je voulais surtout que mon inconfort s'arrête. La pression de devoir produire pour mériter, convaincre pour recevoir, courir pour respirer. Ce virement, ce matin-là, m'a révélé quelque chose que personne ne m'avait appris et que je n'avais pas voulu voir. La richesse durable n'est pas une somme, c'est une architecture. Elle ne dépend pas de votre intensité, elle dépend de ce que vous possédez, de ce qui continue sans vous, de ce qui reste debout quand vous êtes fatigué, malade ou simplement occupé ailleurs. J'ai mis des années à accepter une idée pourtant simple. Un salaire est une récompense temporaire pour une énergie temporaire. Un actif, lui, est une petite machine qui transforme un choix passé en flux présent. On parle de créer des actifs comme si c'était une option parmi d'autres, comme un chapitre de finances personnelles. En vérité, c'est un changement d'identité. Parce qu'un actif n'est pas seulement quelque chose qui rapporte, c'est quelque chose qui vous retire du centre. Et la plupart des gens ne supportent pas ça. Ils disent vouloir des revenus qui durent, mais ils veulent surtout sentir qu'ils contrôlent tout, qu'ils méritent tout, qu'ils sont indispensables. Ils veulent la sécurité d'un résultat immédiat, même si ce résultat les enferme. J'ai été ce genre d'homme. Je me souviens d'une période où mon compte montait, où mes semaines étaient pleines, où mon entourage me regardait comme quelqu'un qui s'en sort. J'avais une compétence, je la montrais, je la vendais, je la répétais. Je travaillais mieux que d'autres et j'appelais ça une stratégie. En réalité, c'était une dépendance raffinée. Chaque mois, je rachetais ma propre survie avec mon temps. Je croyais construire, mais je remplaçais. Remplacer une peur par une autre. Remplacer un patron par 100 clients. Remplacer un plafond par un rythme. Puis, un jour, j'ai vu un ami que je considérais moins brillant que moi prendre des vacances sans se justifier. Il n'a pas parlé de motivation, ni de discipline, ni d'optimisation. Il a juste dit « Je peux partir parce que ce qui me paie n'est pas là où je suis ». Sur le moment, ça m'a irrité. Je me suis raconté qu'il avait eu de la chance, qu'il avait les bons contacts, qu'il avait pris moins de risques. Ce sont des histoires qu'on se raconte pour ne pas changer de jeu. Quelques semaines plus tard, j'ai compris qu'il n'était pas plus chanceux. Il avait simplement accepté de construire lentement ce que je refusais de construire, une structure indépendante de sa volonté du jour. Ce mardi-là, le virement venait de là, un actif discret, presque banal, que j'avais mis en place sans y croire totalement. Un produit simple, vendu sans rendez-vous, une distribution qui continuait quand je dormais. Pas une promesse magique, une mécanique. C'est ça la différence. La magie exige la foi. La mécanique exige la lucidité. Et la lucidité commence par une humiliation tranquille. Admettre que votre valeur personnelle n'est pas le centre du système. Si vous voulez créer des actifs qui vous rapportent longtemps, vous allez devoir regarder ce que la plupart préfèrent ignorer. Vous n'êtes pas payé pour être intelligent, ni même pour être utile. Vous êtes payé parce que vous occupez une position dans un circuit de valeurs. Le monde ne rémunère pas l'effort, il rémunère l'accès. L'accès à une audience, à une distribution, à une ressource rare, à un capital, à une confiance, à un réseau, à une décision. L'effort sans accès devient du bruit. C'est pour ça que deux personnes peuvent se fatiguer autant et n'obtenir ni la même stabilité, ni la même dignité. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes paraissent calmes financièrement. Elles ne dépendent pas d'un seul accès, elles ont plusieurs portes. Deuxième prise de conscience, plus inconfortable, on confond souvent travail et construction. Travailler, c'est répéter une action pour obtenir une récompense. Construire, c'est créer une chose qui répète l'action à votre place. Quand vous êtes jeune, le travail vous donne une illusion de progrès, parce que vous sentez votre fatigue. La construction, elle, peut être silencieuse pendant des mois. Elle ne vous caresse pas dans le sens du mérite. Elle vous demande de produire des choses qui ne vous applaudissent pas immédiatement. Une page bien écrite, un système automatisé, un process commercial, un partenariat, une base de clients, une réputation stable, un contrat, une propriété, un code, une bibliothèque de contenu, une marque. Ça ne se voit pas le soir dans le miroir, ça se voit un mardi matin,
quand l'argent arrive sans votre présence. Troisième prise de conscience, la majorité des décisions financières sont en réalité des décisions de psychologie. Je l'ai appris en regardant mes propres erreurs. Je dépensais pour me récompenser d'avoir souffert. Je me privais pour me punir d'avoir désiré. Je cherchais le confort pour calmer une anxiété, puis je cherchais le risque pour me sentir vivant. Aucun de ces mouvements ne construisait. Ils occupaient. Ils donnaient la sensation d'exister. Les actifs, eux, se nourrissent d'un autre carburant, la cohérence. Le même geste répété, non pas parce qu'il fait du bien, mais parce qu'il produit un effet cumulatif. Ce n'est pas une morale, c'est une physique. Je vais vous raconter une autre scène, plus ordinaire encore. Un couple que je connais, 2 salaires corrects, rien d'extravagant. Ils vivaient bien. Chaque fois qu'ils avaient un surplus, ils se faisaient plaisir. Voyage, smartphone, vêtements. Pas de folie, juste une fuite élégante. À côté d'eux, un collègue gagnait moins. Il conduisait une voiture banale. Il disait rarement oui aux sorties. Il avait l'air un peu austère. 10 ans plus tard, le couple était toujours bien, mais inquiet. Le collègue, lui, était serein. Pourquoi? Il n'avait pas fait un coup. Il avait acheté du temps futur, petit morceau par petit morceau. Il avait choisi des choses qui, une fois mises en place, n'exigeaient plus sa présence permanente. Une part de propriété, un investissement régulier, un micro-business avec une distribution simple, un actif immobilier modeste mais stable, des compétences converties en produits, une réputation transformée en demande entrante. Il avait compris quelque chose que beaucoup apprennent trop tard. Dépenser vous donne une émotion maintenant, posséder vous donne une option plus tard. Et les options sont une forme de paix mentale. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de froid, vous avez besoin de devenir quelqu'un qui sait distinguer plaisir et anesthésie. Maintenant, une question, et je vais la laisser flotter un instant. Quand votre argent entre, est-ce que c'est parce que vous étiez là ou parce que quelque chose que vous avez construit continue sans vous? Si la réponse vous gêne, c'est normal. Ce chapitre n'est pas là pour vous rassurer. Il est là pour déplacer votre regard. Parce qu'avant même de parler de stratégie, il faut comprendre le mécanisme intime. Un actif pour toujours n'est pas immortel. Il est entretenu par une logique plus grande que vous. Il peut durer parce qu'il est branché sur un besoin réel, sur une distribution solide, sur une confiance répétée, sur une rareté. Et si vous n'avez pas ça, vous avez au mieux un revenu, au pire, une agitation. Ce mardi-là, j'ai compris que je n'avais pas besoin de travailler plus, j'avais besoin de devenir moins nécessaire. Et ça demande une maturité étrange, accepter de construire des choses qui vous survivront un peu, même si personne ne les voit au début. Si vous faites une seule chose après avoir écouté ce chapitre, faites-la sans bruit. Prenez une feuille, écrivez 3 lignes. D'où vient votre argent aujourd'hui? D'où il pourrait venir demain sans votre présence? Et ce que vous faites chaque semaine qui vous rend plus indispensable au système au lieu de vous en libérer. Ne corrigez pas, ne justifiez pas, regardez. Vous sentirez peut-être une résistance calme. C'est un bon signe. Elle indique que vous êtes proche de la partie réelle du sujet. Chapitre 2. J'ai compris ça le jour où une seule phrase, envoyée à 23h17, a fait plus pour mon revenu que 3 semaines de travail. Pas parce que j'avais trouvé un truc, parce que cette phrase n'était pas un effort, c'était un déclencheur posé sur des rails déjà en place. À l'époque, je ne savais même pas que je cherchais des rails, je cherchais des résultats, je cherchais la sensation d'avancer, et je confondais l'agitation avec la construction. J'avais appris à produire, pas à distribuer. Pendant des années, j'ai cru que la valeur était dans ce que je faisais, la compétence, l'intelligence, la qualité. Et je ne dis pas que ça ne compte pas, je dis que ça ne suffit pas. Parce que la qualité sans distribution est une pièce magnifique enfermée dans un tiroir. Elle existe, mais elle ne circule pas. Or, l'argent est une circulation. Un actif durable, au fond, c'est une circulation qui n'a plus besoin de votre présence constante pour continuer. Si vous avez bien écouté le premier chapitre, vous avez déjà senti le problème. La plupart des gens construisent leur vie comme un robinet. Ils ouvrent, ça coule. Ils ferment, plus rien. Ils appellent ça sécurité parce que le robinet est solide, parce que l'entreprise est connue, parce que le poste est stable. Mais un robinet, même luxueux, reste un robinet. Un actif, lui, ressemble davantage à une source. Pas au sens poétique, au sens mécanique. Quelque chose qui continue parce que c'est branché sur un besoin et sur un chemin de livraison. Vous pouvez être brillant. Si votre chemin de livraison dépend de votre énergie du jour, vous n'avez pas d'actif. Vous avez un métier. C'est respectable, mais ce n'est pas ce qu'on cherche ici.
L'idée centrale de ce chapitre est simple, mais elle fait mal à l'ego. Ce que vous possédez n'est pas seulement un bien ou un produit. Ce que vous possédez, c'est surtout un accès, un droit de passage, un moyen de toucher des gens sans frapper à chaque porte. Le mot distribution a l'air technique. En réalité, c'est une question de position. Êtes-vous celui qui doit toujours aller chercher ou celui qui a construit un endroit où ça arrive ? Une prise de conscience secondaire, la plupart des jeunes ambitieux veulent monétiser trop tôt parce qu'ils veulent la preuve immédiate que leur vie n'est pas une erreur. Alors ils vendent leur temps, puis ils vendent leur nerf, puis ils vendent leur attention. Ils sautent sur chaque opportunité comme si c'était la dernière. Ils deviennent réactifs. Or, l'actif durable demande l'inverse, devenir prévisible, pas dans le sens ennuyeux, dans le sens fiable. Vous voulez qu'un système, une audience, un client, un partenaire sache ce qu'il obtient quand il se connecte à vous. La richesse qui dure ressemble souvent à une répétition maîtrisée, pas à un feu d'artifice. Deuxième prise de conscience, le monde ne paie pas seulement la création, il paie la réduction de friction. Si vous simplifiez une décision, si vous raccourcissez un trajet, si vous évitez une erreur à quelqu'un, si vous rendez un processus plus fluide, vous créez un actif potentiel. Mais pour que ça paie longtemps, il faut que ce raccourci soit emballé dans une forme qui se répète. Un produit, un abonnement, une licence, un système, une méthode, une plateforme, une communauté, un canal. Sinon, vous restez le raccourci vivant. Et un raccourci vivant se fatigue. Je me souviens d'un homme, pas plus vieux que moi, qui gagnait très bien sa vie en freelance. Il avait une compétence rare, il était demandé. Il disait oui à tout, parce que c'était grisant. Il avait l'impression d'être libre, parce qu'il choisissait ses clients. En réalité, il avait simplement remplacé un supérieur par une foule. Un matin, il a eu un souci de santé. Rien de spectaculaire, juste assez pour... Parce que son système n'existait pas. Il n'avait pas de rails, il avait des bras. Et ces bras étaient soudain indisponibles. Je l'ai vu chercher des solutions dans l'urgence, lancer une formation en 2 semaines, ouvrir un compte contenu en panique, créer une offre mal pensée, appeler ses anciens clients. Il s'est épuisé 2 fois. Une fois par la maladie, une fois par la peur. Il n'avait pas construit une distribution quand il était fort. Il essayait de la créer quand il était faible. On ne construit pas bien dans la panique. On survit. Et survivre produit rarement des actifs. Une autre histoire, plus simple. Une femme que je connais travaillait dans un job correct, avec une intelligence réelle, mais une énergie limitée. Elle avait compris très tôt qu'elle ne voulait pas passer sa vie à tenir son moi. Elle a commencé à écrire, sans publicité, sans stratégie brillante. Chaque semaine, une lettre courte, claire, utile. Personne ne l'applaudissait. Puis, lentement, des gens ont commencé à attendre ses messages. Pas parce qu'elle criait, parce qu'elle livrait. Un jour, elle a proposé quelque chose de très sobre, une ressource structurée, un produit qui répondait à ce qu'on lui demandait déjà. Elle n'a pas lancé, elle a ouvert une porte. Et c'est là que la phrase de 23h17 prend son sens. Ce soir-là, elle a envoyé 3 lignes à sa liste. 3 lignes. Pas un roman, pas une persuasion. Les achats ont été naturels. Pas parce que c'était une manipulation, parce que les rails existaient. La confiance existait. La distribution existait. La différence entre ces 2 histoires n'est pas le talent, c'est la temporalité. Le premier voulait être payé pendant qu'il agissait. La seconde a accepté d'être invisible le temps de construire un endroit où l'argent pourrait arriver sans effort quotidien. Maintenant, je vais être précis, parce que sinon ça reste de la philosophie. Un actif durable se fabrique souvent en 2 couches. La couche visible, c'est ce que les gens consomment, un produit, un service, une offre, une ressource. La couche invisible, c'est ce qui le rend répétable, un canal d'acquisition, une audience, une réputation, une distribution, un partenariat, une preuve sociale, un processus de livraison simple. La plupart des gens passent leur vie à polir la couche visible et à négliger la couche invisible. Ils améliorent le produit, mais personne ne le voit. Ils deviennent meilleurs, mais ils restent introuvables. Ils espèrent que la qualité va se savoir. Elle ne se sait pas, elle se diffuse. Et la diffusion n'est pas une question de moralité, c'est une question de construction. Je vais vous laisser une question, une seule, parce qu'elle a tendance à remettre les choses à leur place. Si demain votre énergie tombe de moitié, qu'est-ce qui continue quand même? Ne répondez pas vite. La réponse rapide est presque toujours fausse. Ce qu'on veut, ce n'est pas gagner plus, c'est retirer votre nervosité du centre. Et pour ça, il faut un rail. Un seul rail suffit au début, mais il doit être réel. Un endroit où des gens peuvent vous retrouver sans que vous les poursuiviez.
un endroit qui vous appartient au moins partiellement, parce qu'il y a un piège silencieux, construire sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Vous pouvez avoir une visibilité énorme sur une plateforme et ne posséder aucun accès direct. Vous pouvez sembler réussi et être fragile. La fragilité ne se voit pas dans les bons mois, elle se révèle dans les semaines où vous n'êtes pas là. Un actif pour toujours commence rarement par un gros investissement. Il commence par une propriété minuscule mais vraie. Un canal direct, une base de confiance, une mécanique de vente simple, un produit qui se délivre sans vous ou avec vous de moins en moins. Ça paraît austère. En réalité, c'est une forme de respect pour votre futur. Je ne vous demande pas de tout changer. Je vous demande de regarder où vous mettez votre intelligence. Est-ce qu'elle sert à impressionner ou à installer une circulation? Si vous voulez faire quelque chose maintenant discrètement, faites-le comme si personne ne devait vous féliciter. Choisissez un seul rail, un seul. Écrivez-le. Et pendant 30 jours, alimentez-le avec quelque chose de clair, répétable, presque ennuyeux. Si vous cherchez l'adrénaline, vous n'êtes pas en train de construire un actif. Vous cherchez une sensation. Les sensations passent, les rails restent. Et la phrase de 23h17, Chapitre 3. Il y a une ligne dans un contrat que je n'ai pas lue. Je croyais que c'était du détail, une phrase de juriste, une de ces choses qu'on survole quand on est pressé de passer à l'action. 3 mois plus tard, j'ai compris que cette ligne valait plus que mon travail de toute l'année. Pas parce qu'elle était compliquée, parce qu'elle définissait qui possédait le levier. Et c'est là que commence ce chapitre. La richesse qui dure n'est pas construite par ceux qui travaillent le plus. Elle est construite par ceux qui savent où se trouve le levier et qui font en sorte qu'il leur appartienne, même partiellement. On parle de levier comme d'un mot de business. Moi, je le vois comme une loi de la vie adulte. Vous n'êtes pas fatigué parce que vous faites trop. Vous êtes fatigué parce que vous faites des choses où le résultat dépend trop directement de vous. Chaque fois que votre revenu dépend de votre présence, vous portez votre vie sur vos épaules. Les épaules finissent toujours par se contracter. Le levier, c'est ce qui permet à la même personne, avec la même énergie, d'obtenir un effet disproportionné. Et un actif pour toujours n'est rien d'autre qu'un levier rendu durable. L'idée centrale est simple, il existe 2 façons de gagner de l'argent, en étant la force ou en possédant le point d'appui. La plupart des jeunes ambitieux veulent être la force parce que ça flatte, ça donne une identité claire, je suis celui qui fait. Et c'est honorable, mais ça ne tient pas longtemps. Posséder le point d'appui, c'est moins héroïque, c'est plus froid, plus discret, mais c'est ce qui crée des revenus qui survivent à vos humeurs, vos périodes faibles, vos changements de vie. Première prise de conscience secondaire, beaucoup de gens croient construire des actifs alors qu'ils construisent des dépendances sophistiquées. Ils lancent un business qui leur demande d'être partout. Ils créent du contenu qui ne marche que s'ils publient sans arrêt. Ils font une offre qui nécessite une personnalisation infinie. Ils recrutent des clients qui ne tiennent que par leur présence émotionnelle. Tout ça peut rapporter, et même bien, mais ce n'est pas pour toujours. C'est un salaire déguisé, parfois mieux payé, souvent plus instable. Un actif durable a une propriété étrange. Il devient plus simple à mesure qu'il grandit. Pas plus compliqué, plus simple, parce qu'il s'épure. Il élimine ce qui dépend de vous. Il garde ce qui dépend d'une règle, d'un système, d'une demande claire, d'un canal de distribution, d'une promesse tenue sans agitation. Deuxième prise de conscience, on ne possède presque jamais ce qu'on croit posséder. On croit posséder une activité, mais on dépend d'une plateforme. On croit posséder une clientèle, mais on dépend d'un intermédiaire. On croit posséder une compétence, mais on dépend d'une mode. On croit posséder du revenu, mais on dépend d'un seul acheteur. Le levier appartient à celui qui peut dire non sans s'effondrer. Et pour pouvoir dire non, il faut des alternatives. Pas 10, une seule, réelle, solide. C'est pour ça qu'un petit actif bien placé vaut parfois plus qu'une grande carrière admirable. Je vais vous raconter une scène très ordinaire. Un homme que je connais vendait ses services à la journée. Bon niveau, bonne... De l'autre côté, une femme, dans un secteur moins prestigieux, avait un petit actif ridicule en apparence, un guide ultra spécifique vendu à bas prix. Rien de glamour. Mais elle l'avait placé là où les gens le cherchaient naturellement. Elle avait mis en place une mécanique simple, une page claire, un achat rapide, une livraison immédiate. Elle avait ajouté une seule chose, presque invisible, un suivi par email qui répondait aux questions avant qu'elles arrivent. Résultat, moins de support, plus de satisfaction,
plus de recommandations. Ce n'était pas une grande entreprise, c'était un levier. Et c'est ce levier qui, petit à petit, a financé d'autres leviers. C'est comme ça que la richesse durable se construit, une chaîne de points d'appui, pas un grand saut. Maintenant, revenons à cette phrase dans le contrat. J'avais signé un accord de distribution pour un produit que je pensais à moi. J'avais créé, je livrais, je voyais l'argent tomber, donc je me sentais propriétaire. Dans le texte, il était écrit que le distributeur pouvait modifier ses règles, ses commissions, sa visibilité, sans préavis. J'ai signé quand même, parce que je voulais aller vite. Et quand les règles ont changé, mon revenu a chuté du jour au lendemain. Je n'avais pas perdu mon talent, je n'avais pas perdu ma valeur, j'avais perdu mon accès. Et à ce moment-là, j'ai compris une règle que je n'oublie plus. Si vous ne contrôlez pas la distribution, vous n'avez pas un actif. Vous avez une permission temporaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais utiliser de plateforme. Ça veut dire qu'il faut savoir ce que vous louez et ce que vous possédez. Louer peut être intelligent, mais louer en croyant posséder est dangereux. Et ce danger ne se voit pas quand tout va bien. Il se révèle quand une règle change, quand un acteur disparaît, quand une mode tourne. Troisième prise de conscience. Un actif, pour toujours, demande une certaine froideur émotionnelle au bon endroit. Pas dans les relations, dans les décisions. Beaucoup de gens sabotent leur construction parce qu'ils veulent se sentir inspirés. Or, l'inspiration n'est pas un matériau de construction, c'est un bonus. Le levier se construit avec des choix qui ne donnent pas immédiatement l'impression d'être vivant. Un canal direct, une liste, une base client, un contrat, une propriété, un process, une offre simple, une routine de production. Ce n'est pas excitant, et c'est exactement pour ça que peu de gens le font. Ils préfèrent l'effort visible parce qu'il donne une identité. Je me donne à fond. Personne n'applaudit quelqu'un qui met en place une page d'achat propre, qui clarifie sa promesse, qui réduit le support, qui automatise un suivi, qui sécurise ses accès. Pourtant, c'est souvent là que naît le revenu durable. Je vais laisser un silence entrer ici avec une question rare. Dans votre vie, qu'est-ce qui vous rapporte parce que vous êtes fort? Et qu'est-ce qui vous rapporterait encore si vous étiez simplement normal? Ne cherchez pas une réponse noble, cherchez une réponse vraie. Parce que la vérité vous montrera le levier manquant. Et quand vous voyez le levier manquant, vous commencez à regarder différemment votre temps, vos relations, vos promesses. Vous arrêtez de vendre votre énergie au plus offrant, vous commencez à acheter des points d'appui. Ça change aussi votre manière de fréquenter les gens. Vous remarquez ceux qui vivent dans l'urgence et ceux qui vivent dans la structure. Les premiers parlent beaucoup de motivation, les seconds parlent rarement, mais leurs décisions sont nettes. Ils n'ont pas plus de courage, ils ont moins de confusion. Si vous voulez un geste concret, discret, sans mise en scène, prenez une seule source de revenus actuelle. Identifiez ce qui la rend fragile. Est-ce l'absence d'un canal direct? Est-ce la dépendance à une personne? Est-ce une livraison trop personnalisée? Est-ce une promesse floue qui crée du support? Et choisissez une seule correction qui transforme force en point d'appui. Pas 10 corrections, une. Le reste viendra. Ce qui compte, c'est d'avoir commencé à déplacer votre identité, de celui qui tient le système vers celui qui le possède un peu. Et cette ligne dans le contrat, que je n'avais pas lu, m'a appris quelque chose de plus intime encore. Quand on est ambitieux, on croit que le danger vient de l'échec. Souvent, il vient du succès obtenu sur un terrain qui n'est pas le vôtre, parce qu'un succès loué vous donne l'habitude d'un niveau de vie sans vous donner la base qui le supporte. C'est une pente douce. Et si vous ne la voyez pas, vous vous réveillez un matin avec un revenu amputé, une énergie dispersée, et cette sensation étrange, vous avez travaillé. Chapitre 4. Le vrai coup, ce n'est pas de créer, c'est de maintenir sans s'en rendre compte. Je m'en suis aperçu un soir, tard, en relisant un message d'un client que j'aimais bien. Il me remerciait, il était satisfait. Et pourtant, en refermant l'écran, j'ai senti un poids. Pas un poids de travail, un poids de dépendance. Ce client n'achetait pas un système, il achetait moi, ma présence, ma disponibilité, ma capacité à rassurer. C'était flatteur, mais c'était un piège poli. À cet instant, j'ai compris une chose simple. Beaucoup d'activités ne meurent pas par manque d'idées. Elles meurent parce qu'elles sont construites autour d'une personne qui doit rester constante. Or, personne ne reste constant. Vous avez des jours clairs et des jours brouillés, des semaines fortes et des semaines creuses, des périodes où vous êtes magnétique et d'autres où vous êtes seulement humain. Un actif qui doit survivre doit être compatible avec l'humain.
Il doit tolérer votre absence, vos variations, votre silence. L'idée centrale de ce chapitre, c'est celle-ci. Un actif pour toujours n'est pas seulement une machine qui rapporte, c'est une machine qui se répare facilement. Si tout dépend de votre énergie pour rester en état, vous n'avez pas un actif, vous avez une vigilance. Et la vigilance fatigue plus que le travail. Travailler, on sait quand on commence et quand on finit. La vigilance, elle, vous suit partout. Elle s'infiltre dans vos vacances, dans vos repas, dans votre sommeil. Elle transforme votre esprit en tour de contrôle. Et un esprit en tour de contrôle n'a jamais construit une fortune durable. Il survit au jour le jour, même si les chiffres sont bons. J'ai vu des gens gagner beaucoup d'argent et rester pauvres dans leur tête, parce que tout pouvait s'écrouler si une semaine, ils décrochaient. Leur richesse était une tension, pas une base. Première prise de conscience secondaire, la plupart des actifs qui durent sont en réalité des actifs qui se simplifient. Ils perdent des options, ils gagnent en clarté. L'ambitieux moyen fait l'inverse, il empile. Plus d'offres, plus de canaux, plus de messages, plus de promesses, il devient sophistiqué. Et il appelle ça croissance. En réalité, il accroît juste le nombre de choses qui peuvent casser. Je me souviens d'un garçon brillant, plus jeune que moi, qui avait lancé une activité en ligne. Ça marchait. Il avait des clients, de bons retours. Au lieu de consolider, il a voulu tout capturer. Un coaching, une formation, une communauté, une newsletter, un contenu quotidien, des partenariats, des événements. Il s'est senti puissant pendant 6 mois. Puis, il a commencé à répondre en retard, à oublier des détails, à s'irriter pour des petites choses. Sa qualité a chuté. Ses clients l'ont senti, les ventes ont ralenti. Et lui, au lieu de simplifier, a rajouté une couche. Promotion, urgence, relance. À la fin, il était prisonnier d'un empire miniature construit sur sa nervosité. Ce n'était pas son manque de talent qui l'a fait tomber, c'était l'absence de design. Il n'avait jamais pensé maintenance, il avait pensé accumulation. Deuxième prise de conscience secondaire, l'actif durable repose sur une promesse que vous pouvez tenir dans un état moyen. Pas dans un état excellent, dans un état moyen. Quand vous êtes fatigué, quand votre vie personnelle prend de la place, quand votre attention est partagée. Si votre promesse exige la version la plus brillante de vous-même, elle ne durera pas. Elle finira par se fissurer, lentement, sans drame. C'est pour ça que les actifs qui durent ont souvent quelque chose de presque humble. Une livraison simple, une valeur précise, un résultat compréhensible. La plupart des gens cherchent à impressionner. Les actifs cherchent à être répétés. Et ce qui se répète doit être robuste. J'ai appris ça avec un produit que j'avais construit au départ comme une démonstration de niveau. C'était dense, intelligent, complet. Les acheteurs étaient contents, mais le support explosait. Des questions, des hésitations, des demandes de précision, des « est-ce que ça marche aussi pour ?» Je répondais, parce que je voulais être irréprochable. Et plus je répondais, plus je devenais central. Le produit n'était plus un actif, il était un prétexte à conversation. La conversation, c'est de la présence. La présence, c'est du salaire masqué. Alors j'ai fait quelque chose qui m'a semblé presque insultant. J'ai retiré des choses, j'ai clarifié, j'ai réduit, j'ai coupé des options. J'ai écrit une page qui répondait aux questions avant qu'elles soient posées. J'ai mis un cadre. Le support a chuté, la satisfaction a augmenté. Et surtout, mon esprit a retrouvé de l'espace. Ce que j'avais gagné n'était pas seulement du temps, c'était une propriété, la capacité de ne pas être là. On ne parle jamais assez de cette propriété. Elle vaut plus que le chiffre d'affaires, elle vaut plus que la réputation, parce qu'elle protège votre futur. Troisième prise de conscience, la maintenance n'est pas un détail opérationnel, c'est une philosophie. Elle détermine si vous construisez quelque chose qui vous libère ou quelque chose qui vous exige. Regardez une entreprise solide. Elle ne survit pas parce que le fondateur se réveille inspiré, elle survit parce que les standards sont clairs, parce que la promesse est maîtrisée, parce que les processus existent, parce que les erreurs sont anticipées. Même dans une activité simple, il faut cette mentalité. Et ça touche aussi vos relations, parce que les relations peuvent être des actifs ou des drains. Un réseau peut multiplier votre accès ou manger votre attention. J'ai connu un homme qui avait tout le monde autour de lui. Il était toujours invité, toujours consulté, toujours sollicité. Il semblait important. Mais il ne possédait rien de stable, parce que chaque relation était une négociation implicite, un maintien d'image, une disponibilité constante. Il était riche en surface, pauvre en profondeur.
À l'inverse, j'ai connu quelqu'un de très discret, presque invisible. Peu d'amis mais solides, quelques partenaires mais fiables, des accords simples, des promesses tenues. Son actif principal, c'était la confiance. Et la confiance est un actif étrange. Elle rapporte longtemps, mais elle demande une discipline silencieuse. Pas une discipline de performance, une discipline de cohérence. Maintenant, je vais vous laisser une question parce qu'elle coupe net. Est-ce que votre vie est construite pour supporter votre fatigue ? Si la réponse est non, vous êtes en train de bâtir une richesse fragile, même si elle semble grande. Et la fragilité se paie toujours un jour ou l'autre, en santé, en relation ou en décisions stupides prises sous pression. L'objectif n'est pas d'être invincible, l'objectif c'est d'être durable. Pour rendre ça concret, je veux que vous imaginiez 2 scénarios. Dans le premier, vous avez un revenu élevé qui exige votre présence émotionnelle et technique chaque semaine. Dans le second, vous avez un revenu plus modeste, mais qui continue quand vous êtes absent, parce que la promesse est simple et le chemin d'accès est stable. Lequel vous rend plus dangereux dans 10 ans? Pas plus riche, plus dangereux, plus libre de choisir, plus capable de dire non, plus capable d'investir votre temps dans la construction du prochain levier. Les gens sous-estiment ce point. La durabilité n'est pas une fin, c'est un tremplin. Si vous devez vous battre chaque mois pour maintenir votre niveau, vous n'avez jamais l'espace mental pour construire l'étage suivant. Vous tournez, et tourner peut ressembler à avancer, surtout quand on court vite. Si vous voulez un geste discret, presque clinique à faire après ce chapitre, prenez une source de revenus, une seule. Notez ce qui demande votre vigilance, pas votre travail, votre vigilance. Les endroits où vous surveillez, où vous craignez, où vous corrigez sans cesse, où vous devez être présent pour éviter que ça glisse. Puis Chapitre 5. J'ai vu un homme vendre sa tranquillité pour un chiffre, puis s'étonner de ne plus reconnaître sa vie. Ce n'était pas une chute spectaculaire, pas de scandale, pas de drame public, juste une lente altération. Au début, il disait oui à des choses temporaires, une collaboration un peu douteuse mais rentable, un client exigeant mais prestigieux, un arrangement flou mais rapide. Chaque fois, il se rassurait avec la même logique. Une fois que j'aurais atteint ce niveau, j'arrêterais. Comme si l'argent avait une ligne d'arrivée. Comme si, un jour, on sortait naturellement du jeu. Ce chapitre est là pour installer une règle que beaucoup découvrent trop tard. Ce qui rapporte longtemps n'est pas seulement ce qui est bien construit, c'est ce qui est propre. Propre dans le sens moral? Non. Propre dans le sens structurel. Un actif durable est un actif qui ne vous abîme pas en le maintenant. Parce que si votre source de revenus exige que vous deveniez quelqu'un que vous ne respectez pas, elle n'est pas durable. Elle finit toujours par vous coûter plus qu'elle ne vous donne. Pas forcément en argent, en clarté, en réputation, en relation, en santé. Et ces pertes-là, quand elles s'accumulent, détruisent la capacité même de construire. L'idée centrale de ce chapitre est simple. Ce que vous tolérez devient votre modèle économique. Ce que vous acceptez aujourd'hui par faiblesse, vous devrez le supporter demain comme une normalité. Et un actif, pour toujours, ne se construit pas sur une normalité qui vous fait perdre du respect pour vous-même. Beaucoup de jeunes ambitieux pensent que la morale est un luxe. Ils pensent qu'il faut d'abord réussir, puis qu'on nettoiera après. Mais le nettoyage après est rarement possible, parce que la structure s'est déjà figée autour de compromis. Vous avez attiré un certain type de client, vous avez créé une certaine image, vous avez posé une certaine promesse, vous avez construit une machine. Et la machine, pour continuer à tourner, exige la même matière première, vos compromis. Première prise de conscience secondaire, il existe des revenus qui grandissent en vous rétrécissant. Ils paraissent bons au début parce qu'ils montent vite, mais ils exigent une personnalité spéciale, quelqu'un qui peut vivre dans le flou, dans la contradiction, dans la justification permanente. Si vous n'êtes pas ce type de personne, vous souffrirez. Et si vous êtes ce type de personne, vous finirez par perdre un autre genre de richesse, la capacité de vous regarder sans bruit. Les actifs qui durent demandent une qualité rare, la tranquillité intérieure. Pas le calme parce que tout va bien, le calme parce que vous savez que vous ne trichez pas avec votre propre architecture. Deuxième prise de conscience. L'argent facile n'est pas un péché, c'est un signal. Il vous dit que quelque chose est trop dépendant d'une asymétrie. Asymétrie d'information, de pouvoir, de fragilité. Ils gagnent vite. Ils perdent lentement. Jusqu'au jour où ils se réveillent avec une réputation trouble, une audience cynique ou une fatigue qui ressemble à de la honte. Troisième prise de conscience.
Votre futur n'est pas menacé par vos échecs. Il est menacé par les habitudes que vous installez quand ça marche. Si votre modèle économique vous apprend à tolérer l'imprécision, à éviter les conversations difficiles, à surpromettre, à vendre trop tôt, à livrer trop tard, vous êtes en train d'installer une fragilité structurelle. Et cette fragilité, plus tard, vous empêchera de construire des actifs plus grands, plus propres, plus puissants. Parce que les meilleurs leviers n'acceptent pas les mains tremblantes. Les meilleurs partenaires, les meilleurs canaux, les meilleurs accès exigent une forme de netteté. Une personne qui tient parole, une personne qui sait dire non, une personne qui ne fuit pas la clarté. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'inconfortable. Vous n'avez pas besoin d'être bon, vous avez besoin d'être stable. Un actif durable est un actif qui peut être présenté sans vous défendre. Si vous devez expliquer, justifier, minimiser, détourner, c'est que quelque chose est mal placé. Et ce mal placé va finir par coûter, pas toujours en argent, souvent en énergie. Et l'énergie est votre capital de départ. Si vous perdez votre énergie dans des frictions morales, dans des clients toxiques, dans des promesses floues, vous perdez votre capacité à construire. Vous ne perdez pas seulement du temps, vous perdez de la clarté mentale. Et sans clarté mentale, vous prenez des décisions courtes. Vous cherchez le prochain coup. Vous devenez réactif. Vous sortez du long terme. Je reviens à cet homme dont je parlais au début. Ce qui l'a détruit n'était pas le partenariat ou le client, c'était la tolérance répétée. Chaque fois qu'il disait oui à quelque chose qu'il n'aimait pas, il installait une norme. Et cette norme devenait son environnement. Au bout d'un moment, il ne savait plus comment revenir à une vie nette, parce que revenir à une vie nette exige de perdre de l'argent à court terme. Et perdre de l'argent à court terme fait peur quand on a construit un niveau de vie sur un chiffre. Voilà la vraie prison, pas le travail, le niveau de vie construit sur un revenu fragile. C'est pour ça que dès le début, il faut construire propre, pas parfait, propre. Une promesse claire, une livraison claire, un client que vous respectez, un échange où vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Un actif pour toujours doit pouvoir durer sans vous déformer. Sinon, il vous consommera. Je vais poser une question et je vais la laisser sans réponse, parce que la réponse doit vous appartenir. Quelles sont les choses que vous acceptez aujourd'hui qui vous feront honte dans 5 ans? Ce n'est pas une question morale, c'est une question stratégique. La honte est un coût. La honte vous rend petit. Et un homme qui se sent petit ne construit pas de structure solide. Il compense, il s'agite, il cherche à prouver. Si vous voulez un geste concret, discret, faites l'inventaire de vos tolérances, pas vos objectifs, vos tolérances. Les clients que vous laissez vous manquer de respect, les partenaires flous, les compromis temporaires qui durent, les promesses que vous faites pour vendre, puis que vous regrettez en livrant. Écrivez-en 3, puis choisissez-en une, la plus petite, et nettoyez-la. Un message, un cadre, une modification, un nom. Pas pour être meilleur, pour rendre votre futur plus habitable. Parce que c'est ça, au fond, la création de richesses durables. Construire une maison financière où vous pouvez vivre longtemps sans vous mentir. Et dans le prochain chapitre, on va toucher un point qui fait fuir beaucoup de gens. Chapitre 6. Il y a un moment où tout devient silencieux. Vous avez commencé. Vous avez posé une première pierre. Vous avez fait ce que peu de gens font, construire au lieu de courir. Et pourtant, rien ne semble bouger. Pas de miracle, pas de validation, pas d'applaudissements. Juste un vide. C'est là que la plupart lâchent. Pas parce qu'ils manquent de talent, parce qu'ils ne supportent pas d'être invisibles. J'ai appris à reconnaître ce moment comme un seuil mental. Et je vais vous dire quelque chose de précis. La patience dont on parle ici n'est pas une vertu. C'est une stratégie de domination douce, une façon de gagner sans bruit pendant que les autres se fatiguent à chercher des preuves. L'idée centrale de ce chapitre est celle-ci. Les actifs qui rapportent longtemps obéissent au cumul et le cumul ne fait pas de spectacle. Il avance en dessous de la surface. Vous ne le sentez pas tous les jours. Vous le sentez un matin, comme ce virement dont je vous ai parlé au début. Le problème, c'est que l'esprit humain est mal construit pour ça. Il veut une récompense proche, il veut une confirmation rapide, il veut croire que s'il souffre aujourd'hui, il doit être payé aujourd'hui.
Or, la création d'actifs durables demande un autre type de cerveau. Un cerveau qui accepte de travailler sans être immédiatement récompensé parce qu'il sait exactement ce qu'il est en train d'acheter. Vous achetez de la position, vous achetez de l'accès, vous achetez une mécanique. Et une mécanique ne se voit pas au début parce qu'elle n'a pas encore pris de vitesse. Première prise de conscience secondaire. L'urgence est une drogue. Elle donne du sens artificiel. Elle rend tout intense, donc important. Beaucoup de jeunes ambitieux vivent dans l'urgence parce que cela leur évite une chose plus difficile, choisir. Quand vous êtes dans l'urgence, vous n'avez pas à décider une direction. Vous répondez au monde, vous répondez aux opportunités, vous répondez aux demandes. Vous vous sentez vivant, mais vous ne construisez rien qui dure parce que la construction exige un axe, et un axe exige de renoncer. Deuxième prise de conscience. La patience réelle n'est pas d'attendre, c'est de répéter sans se disperser. Les gens imaginent la patience comme une position passive, je fais et j'attends. Non. La patience utile, c'est je fais la même chose assez longtemps pour que le cumul commence à travailler. C'est dur parce que ce n'est pas excitant. Et c'est précisément pour ça que ça marche. Peu de gens ont la discipline mentale de rester sur une trajectoire quand elle est encore invisible. Ils changent de niche, de projet, de stratégie, de promesse. Ils pensent qu'ils s'adaptent. Souvent, ils fuient le silence. Troisième prise de conscience. Votre environnement récompense la vitesse, mais la richesse durable récompense la direction. La vitesse impressionne, la direction enrichit. Si vous avez déjà lancé quelque chose, vous connaissez ce sentiment. Les premiers jours, vous êtes porté par l'énergie du nouveau. Ensuite vient le plateau. Le plateau est un test. Et ce test ne mesure pas votre motivation. Il mesure votre identité. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être vu pour continuer ou quelqu'un qui peut construire sans témoin? J'ai vécu ce test sur quelque chose de très simple, une série de contenus que je publiais régulièrement sans grand résultat au début. Je regardais les chiffres, rien. J'améliorais, rien. Je changeais un détail, rien. Et mon esprit commençait à fabriquer des histoires. Ça ne marche pas, c'est saturé, je suis en retard, les autres sont meilleurs. En réalité, le problème n'était pas le marché, le problème était mon besoin de preuves. Je voulais que le monde me rende quelque chose immédiatement pour justifier mon effort. Je n'étais pas en train de construire un actif, j'étais en train de négocier avec mon ego. C'est une grande différence. Un actif durable demande que vous sortiez de cette négociation. Que vous fassiez ce qui doit être fait parce que ça installe une position, pas parce que ça procure une sensation. Un soir, j'ai eu une conversation avec quelqu'un de plus âgé. Pas un gourou, un homme simple, très stable financièrement. Je lui ai expliqué mon projet, mes doutes, mon impression de parler dans le vide. Il a écouté longtemps, puis il a dit, presque sans émotion, « Tu regardes trop tout ». Sur le moment, ça m'a agacé, parce que c'était vrai, et parce que c'était simple. Il n'a pas ajouté de théorie. Il a juste précisé « Quand tu construis quelque chose qui se cumule, les premiers mois ne sont pas là pour te payer. Ils sont là pour prouver que tu peux tenir. » Cette phrase m'a accompagné depuis, parce qu'elle révèle une règle. Au début, vous ne gagnez pas de l'argent, vous gagnez de la stabilité. Vous gagnez la capacité de rester. Et cette capacité de rester finit par devenir rare, donc rentable. Dans un monde où tout le monde s'excite puis abandonne, celui qui continue calmement finit par devenir une évidence. Pas parce qu'il est un génie, parce qu'il est encore là. Voilà une forme de levier que peu comprennent, la simple permanence. Maintenant, je veux rendre ça concret avec un exemple qui touche l'argent directement. Imaginez deux personnes qui veulent créer un actif numérique simple. La première passe 2 semaines à construire, puis elle lance. Elle regarde les ventes, ça ne décolle pas. Elle change le produit, elle change le prix, elle change la page, elle change l'audience. 3 mois plus tard, elle a travaillé énormément, mais elle n'a rien accumulé. Elle a juste déplacé son énergie. La seconde choisit une promesse claire, une audience précise, une distribution simple. Elle lance, ça ne décolle pas non plus. Elle ne panique pas, elle n'interprète pas, elle observe. Elle améliore la même chose sans changer le cœur. Elle corrige une friction, puis une autre. Elle répète. 6 mois plus tard, elle a un actif modeste mais réel. Et surtout, elle a une base. Des retours, une audience, une compréhension du besoin, une mécanique. Elle a quelque chose sur lequel bâtir.
L'une cherchait un décollage, l'autre construisait une piste. La piste, c'est l'actif. Le décollage n'est qu'un événement. Et les événements ne durent pas. Une autre histoire, très réaliste. Un ami a commencé à investir une petite somme chaque mois. Rien de spectaculaire, aucun discours. Il ne cherchait pas à faire un coup, il cherchait à acheter une habitude. Pendant les 2 premières années, c'était presque frustrant. Les montants restaient petits, puis un jour, le cumul a commencé à devenir visible. Pas miraculeux, visible. Et ce jour-là, il n'a pas eu une explosion de joie, il a eu un relâchement. Comme si son corps comprenait enfin qu'une partie du futur était sécurisée. Ce relâchement, c'est la vraie récompense, pas le chiffre, le relâchement mental. Parce qu'un esprit relâché construit mieux, il prend de meilleures décisions, il n'est pas pressé, et la pression est l'ennemi du long terme. Je vais poser une question rare, et elle peut vous déranger. Êtes-vous impatient parce que votre projet est mauvais, ou parce que vous n'avez pas encore l'habitude d'attendre sur quelque chose de bon? Beaucoup détruisent de bonnes constructions parce qu'ils ne supportent pas la lenteur du cumul. Ils préfèrent recommencer. Recommencer donne l'impression d'un nouveau départ. Mais recommencer efface le cumul. Et effacer le cumul, c'est rester pauvre même en travaillant beaucoup. Si vous voulez un geste concret sans mise en scène, faites-le ce soir ou demain matin. Choisissez une seule métrique que vous ne regarderez plus pendant 30 jours. Celle qui vous rend nerveux, celle qui vous donne l'impression de valoir quelque chose ou rien. Remplacez-la par une seule métrique de construction. Une action répétable, quotidienne ou hebdomadaire, qui alimente votre rail. Une page améliorée, un message envoyé, un contenu publié, un process clarifié, un partenariat contacté. Pas 10 actions, une. Le cumul naît de la répétition, pas de la variété. Et si vous sentez ce silence, ce plateau, cette absence de réponse du monde, ne l'interprétez pas comme un rejet, interprétez-le comme un espace. L'espace où vous cessez de dépendre de l'approbation. L'espace où vous commencez à devenir dangereux, parce que vous continuez sans être nourri. C'est là que les actifs pour toujours prennent racine. Et dans le prochain chapitre, on va parler d'un sujet que presque personne ne veut entendre parce qu'il oblige à regarder votre temps comme un capital, la manière exacte dont vous le dilapidez même quand vous pensez travailler. Chapitre 7. Ce n'est pas votre manque de temps qui vous ruine, c'est votre manière de le perdre sans vous en apercevoir. J'ai compris ça en observant une journée parfaitement productive. Tout était rempli. Appels, messages, petites urgences, tâches utiles, décisions rapides. J'ai coché des cases, j'ai répondu vite, j'ai eu l'impression d'être efficace. Le soir, j'étais vidé. Et pourtant, rien n'avait avancé dans le sens qui compte. Aucun actif n'était plus solide. Aucune structure n'était plus stable. J'avais seulement entretenu le mouvement. Comme un homme qui passe sa journée à remettre de l'eau dans un seau percé. L'idée centrale de ce chapitre est simple. Il existe 2 sortes d'activités. Celles qui vous donnent l'impression de travailler et celles qui construisent quelque chose qui travaille pour vous. La plupart des gens ne savent pas distinguer les deux parce que la première catégorie est bruyante, immédiate, socialement valorisée. On peut la raconter, on peut l'expliquer. J'étais débordé. La seconde catégorie est discrète. Elle ressemble souvent à de l'ennui. Elle demande du silence, de la concentration, parfois même une forme de solitude. Et elle ne se raconte pas bien. Personne n'applaudit quelqu'un qui a passé 2 heures à simplifier une promesse, à écrire une page de vente claire, à structurer une offre, à automatiser une séquence, à créer une ressource réutilisable. Mais c'est ça qui vous enrichit durablement. Première prise de conscience secondaire, votre attention est un capital, pas une métaphore, un capital. Si vous la dispersez, vous devenez pauvre, même avec des compétences. Les actifs durables exigent de l'attention concentrée, parce qu'ils naissent d'une clarté concentrée. Or, la plupart des jeunes ambitieux vivent dans une fragmentation permanente. Notifications, messages, flux, opinions, nouveautés. Ils se disent qu'ils se tiennent informés. En réalité, ils se tiennent occupés. Être occupé donne une sensation d'importance, mais l'importance ne construit rien. Deuxième prise de conscience, beaucoup de travail est une forme de fuite. On travaille pour éviter de penser. On remplit sa journée pour ne pas affronter la question qui fait peur. Qu'est-ce que je suis réellement en train de construire? C'est plus confortable de répondre à des messages que de décider une direction. C'est plus facile de faire des tâches que de faire un choix. Parce qu'un choix ferme des portes.
et fermer des portes, c'est perdre des possibilités. Or, l'esprit ambitieux adore les possibilités. Il se nourrit de potentiel. Mais le potentiel non choisi devient une prison. Il vous garde dans l'entre-deux. Il vous empêche de cumuler. Troisième prise de conscience, les actifs pour toujours exigent des sessions de temps non défendues. Du temps que vous ne partagez pas, que vous ne négociez pas, que vous ne justifiez pas. Du temps où vous n'êtes pas disponible. Beaucoup de gens pensent que devenir riche, c'est devenir plus accessible, plus réactif, plus connecté. C'est faux. Le vrai pouvoir économique commence quand vous pouvez protéger des blocs de création profonde. Ce n'est pas un caprice, c'est une condition. Sans ça, vous restez dans l'entretien, et l'entretien ne crée pas de levier. Je vais vous raconter une scène très simple. Un homme m'a dit un jour « Je n'ai pas le temps de créer un actif ». Il était sincère, il travaillait beaucoup, il avait des obligations. Alors je lui ai demandé de me montrer une semaine. Pas pour juger, pour voir. Il y avait 2 heures par jour de consommation passive. Vous devez accepter, pendant un temps, d'être moins présent, moins vu, moins sollicité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'investissement. Si vous ne le faites pas, vous passerez votre vie à être utile pour des systèmes qui ne sont pas les vôtres, et vous appellerez ça responsabilité. Autre exemple plus intime. Pendant des années, je me disais que je travaillais sur mes projets. En réalité, je travaillais surtout sur ce que je savais déjà faire. Je restais dans ma zone de compétence. Ça donne une sensation de maîtrise. On est bon, on avance vite, on se sent efficace. Mais les actifs pour toujours se construisent souvent à l'endroit où vous êtes maladroit. Apprendre la distribution, écrire mieux, vendre clairement, créer une offre simple, mettre en place une automatisation, comprendre un marché, structurer un produit. C'est moins confortable, donc on repousse. Et pour justifier ce report, on remplit sa journée de travail. Voilà le piège. Vous pouvez passer des années à travailler sans jamais toucher l'endroit qui vous rendrait libre, parce que l'endroit qui vous rend libre est souvent l'endroit que vous évitez. Ici, je vais faire une pause mentale, parce qu'il y a une question qui vient naturellement et je vais la poser maintenant, sans vous prévenir. Qu'est-ce que vous faites chaque jour qui vous donne l'impression d'avancer, mais qui ne crée aucun actif? Ne répondez pas avec une excuse, ne répondez pas en vous défendant. Regardez simplement. La réponse vous montrera exactement où votre temps s'évapore. Et une fois que vous voyez ça, vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. C'est inconfortable, mais c'est précieux. Parce que la richesse durable commence souvent par une cessation. Arrêtez de faire ce qui entretient votre pauvreté. Et la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est un manque de levier, un manque d'accès, un manque de structure, un manque de répétition. Je vais vous donner une règle simple, presque brutale dans sa précision. Si une action ne peut pas être réutilisée, automatisée ou accumulée, elle doit être traitée comme du salaire, pas comme de la construction. Répondre à un message peut être utile, mais ce n'est pas un actif. Faire une prestation peut rapporter, mais ce n'est pas un actif. Créer un process qui réduit les messages, ça, c'est un actif. Transformer une prestation en ressource, ça, c'est un actif. Écrire une séquence qui vend sans vous, ça, c'est un actif. Construire une distribution, ça, c'est un actif. Les actifs sont des choses qui restent, le reste passe. Maintenant, un geste concret, discret, que je veux que vous fassiez sans en parler à personne. Pendant 7 jours, notez chaque soir 3 choses. La première, l'action qui a réellement construit quelque chose réutilisable. La deuxième, l'action qui vous a donné l'impression de travailler, mais qui n'a rien laissé derrière. La troisième, le moment où vous avez accepté une interruption inutile. Vous verrez un pattern, et ce pattern sera votre vraie fuite. Et si vous corrigez cette fuite, même légèrement, vous aurez gagné plus que du temps. Vous aurez récupéré votre capital. Le capital qui permet de construire des actifs pour toujours. Parce qu'un actif n'est pas seulement une idée, c'est du temps cristallisé, du temps devenu objet, du temps devenu machine. Et tant que votre temps reste liquide, dispersé, absorbé par les urgences des autres, vous ne pourrez pas cristalliser. Vous resterez dans le flux, et le flux ne vous appartient pas. Dans le prochain chapitre, on va parler d'un sujet que la plupart sous-estiment parce qu'il est trop concret,
Comment transformer une compétence ordinaire en actif vendable sans vous épuiser? Et pourquoi la plupart échouent, non pas par manque de niveau, mais par manque de design? Chapitre 8. Au début, on croit que la difficulté, c'est d'avoir une bonne idée. En réalité, la difficulté, c'est de faire tenir une idée dans une forme vendable sans que votre vie se dissolve autour. J'ai vu des gens très compétents échouer pour une raison simple. Ils confondaient savoir-faire avec pouvoir livrer. Ils avaient une compétence, ils la vendaient en direct, ils obtenaient des résultats. Et pourtant, ils restaient pauvres en structure. Parce qu'une compétence, tant qu'elle reste dans votre tête et dans vos mains, n'est pas un actif, c'est une capacité. Un actif naît quand cette capacité est impactée de manière à survivre à votre humeur, à votre emploi du temps, à votre fatigue. L'idée centrale de ce chapitre est celle-ci. Vous ne monétisez pas votre compétence, vous monétisez une transformation claire livrée par un chemin simple. La compétence n'intéresse personne. Ce qui intéresse, c'est le passage d'un état A à un état B. Le monde ne paie pas vos talents, il paie la réduction d'un problème. Et la plupart des ambitieux échouent ici, non par manque de niveau, mais par manque de design. Ils produisent quelque chose d'intelligent, dense, complet, puis ils s'étonnent que ça ne se vende pas, ou que ça les épuise. Parce que l'intelligence n'est pas un produit. Elle doit être traduite, dans un format, un enchaînement, une promesse nette. Un actif durable, c'est une compétence traduite en protocole. Et un protocole doit être compréhensible par quelqu'un qui n'est pas vous. Première prise de conscience secondaire. Les gens achètent de la clarté, pas de la complexité. Votre cerveau ambitieux aime la complexité parce qu'elle protège votre ego. Si c'est compliqué, seuls les bons comprendront. Mais le marché n'est pas un examen. Le marché est une foule fatiguée qui veut un chemin. Si votre offre exige que les gens soient brillants pour réussir, vous allez attirer peu de monde, ou vous allez passer votre temps à soutenir. Et le soutien, quand il est infini, vous ramène au salaire déguisé. Deuxième prise de conscience. Le meilleur actif n'est pas celui qui a le plus de valeur théorique, mais celui qui a le moins de friction. Beaucoup de gens construisent un produit comme on écrit une thèse. Le client, lui, veut un pont. Un pont se traverse en marchant, il ne se contemple pas. Si vous voulez que votre actif rapporte longtemps, il doit être facile à acheter, facile à comprendre, facile à recevoir, et assez simple pour être recommandé. Les recommandations sont un levier silencieux. Elles vous donnent de la distribution sans effort. Mais pour qu'un produit soit recommandé, il doit être racontable. On doit pouvoir le résumer en une phrase. Si on ne peut pas, vous avez créé quelque chose qui dépend encore de votre explication. Et une vente qui dépend de votre explication n'est pas durable. Je vais vous raconter une histoire très réaliste. Un homme que je connais était excellent dans son domaine. Il aidait les gens à résoudre un problème précis. Mais il le faisait toujours en direct, en consultation. Chaque client était un cas particulier. Ça lui donnait la sensation d'être utile. Et il gagnait bien. Puis un jour, il a voulu scaler. Il a créé une formation énorme, complète, sophistiquée. Il y a mis tout son savoir. Il l'a vendue. Les ventes ont été correctes au début, puis les demandes ont commencé. Je ne sais pas par où commencer, je suis perdu. Est-ce que ça marche aussi pour moi? Il s'est retrouvé à refaire de la consultation, mais en plus frustrant parce qu'il avait déjà donné tout. Sa formation était trop large, trop dense, trop peu guidée. Il avait impacté sa compétence, il n'avait pas impacté la transformation. Il avait vendu un entrepôt, pas un chemin. À l'inverse, une femme dans un secteur banal avait compris une règle plus fine. Elle ne vendait pas son savoir, elle vendait un résultat en 7 étapes, toujours les mêmes. Pas parce que c'était magique, parce que c'était reproductible. Elle avait choisi une promesse étroite, presque frustrante pour l'ego. Une seule transformation, très précise. Elle a réduit tout le reste. Elle a créé un format court, clair, livré automatiquement, avec un support limité mais bien prévu. Les gens réussissaient parce qu'ils n'avaient pas à réfléchir à l'architecture. Elle leur avait déjà donné le chemin. Et parce qu'ils réussissaient, ils parlaient. Le bouche à oreille la portait. Son actif a commencé à vivre sans elle. Pas totalement, pas au début, mais de moins en moins elle était nécessaire. C'est ça la direction. Troisième prise de conscience. La plupart des gens échouent à créer des actifs parce qu'ils veulent garder leur identité d'expert. Ils veulent que le produit reflète leur intelligence. Or, un actif durable n'est pas un miroir, c'est un outil. Et un outil n'a pas besoin de prouver qu'il est complexe, il a besoin de fonctionner. Quand vous acceptez ça, vous cessez de construire pour être admiré et vous commencez à construire pour être utilisé.
Et l'utilisation crée la distribution. Il y a une autre dimension, plus intime. Un actif pour toujours doit aussi vous protéger de vous-même. Il doit limiter vos envies de rajouter, d'améliorer, de perfectionner, de personnaliser. Beaucoup d'ambitieux se sabotent parce qu'ils ne savent pas terminer. Ils ne savent pas fermer une forme. Ils gardent tout ouvert, comme si l'ouverture était une preuve de liberté. Mais une forme ouverte vous oblige à rester présent. Une forme fermée, claire, vous libère. On ne parle pas assez de ce courage-là, fermer. Dire « c'est ça ». Dire « ce produit fait ceci, pas cela ». Dire « ce client est pour moi, celui-là non ». Dire « je livre de cette manière, pas autrement ». Ces phrases sont des leviers, elles créent de la durabilité. Maintenant, je vais poser une question et je vais laisser un peu d'air autour. Quelles compétences avez-vous qui pourraient être traduites en protocole simple, mais que vous gardez volontairement flou parce que ça vous donne une sensation de supériorité? C'est une question inconfortable, mais si vous y répondez honnêtement, vous venez de trouver votre prochain actif. Parce que l'actif naît quand vous acceptez de rendre votre savoir utilisable par un esprit plus simple que le vôtre. Pas en appauvrissant le fond, en clarifiant la forme. Je veux rendre ça immédiatement actionnable, mais sans excitation inutile. Voici un geste discret. Choisissez une compétence que vous possédez déjà, pas celle que vous rêvez d'avoir, celle que vous pouvez déjà exercer. Décrivez en une phrase le passage A, tracé B que vous produisez. Puis forcez-vous à l'écrire comme si vous parliez à quelqu'un de fatigué. Ensuite, demandez-vous quel est le format le plus court qui peut livrer ce passage sans vous. Une checklist, un template, une vidéo, un mini-programme, une ressource, une série d'emails, une méthode en 5 étapes, peu importe. Ce qui compte, c'est la répétabilité. Et enfin, posez la question la plus importante. Comment réduire la friction d'... Chapitre 9. Au moment où ça commence à marcher, le danger change de forme. Avant, vous étiez menacé par le doute, par le manque de preuves, par la lenteur. Maintenant, vous êtes menacé par quelque chose de plus discret. Le relâchement. Pas le relâchement du corps, le relâchement de l'exigence intérieure. L'instant où vous commencez à croire que vous avez compris, donc que vous pouvez vous permettre d'être moins net. C'est là que beaucoup détruisent leurs actifs. Pas par bêtise, par glissement. Le glissement est ce qui ruine les fortunes silencieusement. Une réponse un peu moins soignée, une promesse un peu plus large, un partenaire un peu plus flou, une dépense un peu plus émotionnelle, un rythme un peu plus irrégulier. On ne le voit pas la première semaine. On le sent 1 an plus tard, quand tout est devenu lourd, compliqué, fragile. L'idée centrale de ce chapitre est simple. Un actif pour toujours ne survit pas grâce à votre ambition. Il survit grâce à votre standard. Votre standard, c'est ce que vous refusez de descendre, même quand vous pourriez, même quand personne ne regarderait, même quand vous êtes tenté de profiter. Un standard protège votre futur contre votre humeur. C'est une forme de discipline, mais pas la discipline spectaculaire. La discipline qui ressemble à une ligne droite. Peu de choses, toujours tenues. Première prise de conscience secondaire, quand l'argent arrive, votre entourage intérieur change. Pas forcément les gens. Votre dialogue, vos attentes, vos comparaisons. Vous commencez à sentir que vous avez droit à plus. Vous commencez à justifier des choix que vous n'auriez pas acceptés avant. Et ce n'est pas toujours mauvais. Mais c'est dangereux si vous confondez mériter et dilapider. Beaucoup de personnes se sabotent non parce qu'elles dépensent trop, mais parce qu'elles perdent la capacité de distinguer une dépense qui renforce leur structure d'une dépense qui achète une émotion. Un actif pour toujours demande une économie mentale. Ne pas transformer chaque surplus en confort immédiat. Parce que le confort immédiat a un effet secondaire, il rend la douleur de construire plus intolérable. Et la construction est toujours un peu douloureuse, même quand on est bon. Deuxième prise de conscience, la visibilité est une menace. Quand vous commencez à réussir, vous attirez des sollicitations, des opportunités, des flatteries, des distractions déguisées en réseautage. On vous propose de vous associer, de diversifier, de multiplier. Ça ressemble à de la croissance, souvent c'est une dilution. Il n'était plus en train de construire, il était en train de défendre. Et défendre coûte cher. Défendre vous rend nerveux.
Défendre vous pousse à accepter des clients que vous n'auriez pas acceptés. Défendre vous pousse à élargir la promesse. Défendre vous pousse à accélérer. Et accélérer, quand vous accélériez déjà, finit par casser. Quand son marché a ralenti, il n'avait pas de marge mentale. Il n'avait pas de réserve. Il a paniqué. Il a bradé. Il s'est associé avec des gens flous. Il a cassé son standard. Et en cassant son standard, il a cassé son actif. Pas parce que le monde était cruel, parce qu'il n'avait plus de base intérieure. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça pour vous rendre précis. La richesse durable se protège par 3 choses très concrètes. La première, la marge. Une marge de temps, une marge d'argent, une marge d'énergie. Sans marge, vous devenez agressif, même sans le vouloir. Vous prenez des décisions courtes, vous perdez votre élégance mentale. La deuxième, la simplicité. Un actif durable doit rester simple à comprendre et à livrer. Si vous complexifiez, vous réintroduisez votre présence comme condition de fonctionnement. La troisième, la vérité. Pas la vérité morale, la vérité opérationnelle. Savoir exactement d'où vient votre argent, pourquoi il vient et ce qui pourrait le couper. Beaucoup vivent dans une illusion confortable. Tant que ça rentre, on ne regarde pas. Et le jour où ça ralentit, ils découvrent qu'ils n'ont jamais compris leur propre machine. Maintenant, une question rare que je vous laisse comme une clé. Si demain votre revenu principal ralentit de 30%, qu'est-ce que vous faites sans trahir votre standard? Ne cherchez pas une réponse héroïque, cherchez une réponse stable. Si vous n'en avez pas, c'est un signal. Un signal qu'il vous manque une marge, une distribution secondaire, un actif complémentaire ou simplement une réduction de dépendance à un niveau de vie trop serré. Ce n'est pas une honte, c'est une information. Et l'adulte qui construit de la richesse durable traite l'information comme une matière première, pas comme une attaque. Conclusion. Je vais terminer sans conclure complètement, parce que ce système ne se termine pas dans une phrase. Il se vit, il se construit, il se répare. Mais je veux laisser une image simple dans votre esprit. Imaginez 2 vies. La première est brillante, beaucoup d'efforts, beaucoup de mouvements, beaucoup de preuves. Elle impressionne. La seconde est plus silencieuse. Moins de paroles, plus de rails, moins de réactions, plus de standards. La seconde vie finit souvent par paraître chanceuse aux yeux de la première. Ce n'est pas de la chance, c'est du cumul protégé. Vous n'avez pas besoin d'être exceptionnel. Vous avez besoin de devenir quelqu'un qui construit des choses qui se répètent sans vous, qui choisit la clarté plutôt que le bruit, qui préfère la robustesse à la vitesse et qui garde son standard quand personne ne regarde. Si vous voulez un dernier geste, discret, presque intime, faites-le maintenant ou demain. Écrivez votre standard en 3 lignes. Pas vos objectifs, votre standard. Ce que vous refusez de faire pour de l'argent. Ce que vous vous engagez à maintenir même quand ça marche. Et ce que vous construisez chaque semaine qui reste debout sans vous. Gardez ces lignes pour vous. Elles ne sont pas là pour être partagées. Elles sont là pour vous éviter un jour de devenir riche et perdu. Et si un jour, un mardi matin, l'argent arrive avant vous, vous ne le prendrez pas comme une récompense. Vous le prendrez comme un signal. Un signal que quelque chose de stable a été mis en place. Et vous saurez exactement ce que vous êtes en train de bâtir, même si le monde ne le voit pas encore.